Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Cette semaine, en Flashback, nous recevons Alexis Yomet et Marc Moquin pour le lancement de Revue et Corrigé, le premier MOOC dédié au cinéma de patrimoine. Il y a 1 an, ils ont eu l'idée audacieuse de lancer une revue uniquement dédiée au cinéma de patrimoine, bien qu'ils n'aiment pas beaucoup ce terme. Et pourtant, le cinéma classique, les versions restaurées, les éditions Prestige, DVD Blu-ray n'ont jamais fait autant parler d'elles. Nous l'évoquons chaque semaine dans Flashback. Désormais, vous pourrez retrouver toute l'actualité du cinéma classique dans Revue et Corrigé, un MOOC trimestriel cofondé par Alexis Yomet, Marc Moquin, Eugénie Filot et Sylvain Lefort, soit près de 150 pages sur le classique à dévorer. Alexis Yomet, bonjour. Bonjour. Les auditeurs de Séance Radio vous connaissent bien grâce aux émissions La Grande Séance et Super 16 auxquelles vous avez collaboré. Marc Moquin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre premier ouvrage, Tony et Ridley Scott, frères d'armes, édité aux éditions Playlist Society. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de faire une revue uniquement sur le cinéma de patrimoine ? En fait, c'est une idée qui vient de plusieurs choses, puisque à Cannes l'an dernier, il y avait eu une réunion sur l'avenir de la presse cinéma, tout simplement, et l'idée avait été évoquée de faire une revue sur le cinéma de patrimoine, compte tenu de l'actualité justement florissante de ce secteur. Après, cette idée nous est trottée un petit peu dans la tête, sachant qu'il y avait Première Classics aussi qui allait se monter dans pas longtemps. Donc, on a travaillé cette idée-là dans notre tête en se disant, c'est vrai qu'il n'y a pas de revue spécialisée uniquement là-dessus, c'est-à-dire qui serait suffisamment agrégatrice et servir d'outil pour le lecteur, qui référencerait à la fois toutes les sorties au cinéma, en vidéo, en VOD également, puisque ça va arriver assez vite avec des plateformes comme Netflix qui prennent énormément de place chez n'importe qui. Et donc il fallait trouver un média qui puisse mettre en valeur toutes ces ressorties, voilà, Blu-ray, DVD, sachant qu'il y a énormément de travail aussi qui est fait derrière, puisque tous les restaurateurs, tous les laboratoires qui travaillent là-dessus vivent aussi de ça, et il faut mettre en valeur leur travail sur chaque restauration de film. Et donc c'était aussi l'occasion pour nous de ne pouvoir parler, on va dire, que de bons films en quelque sorte. C'est pas un pari hautement risqué au moment où voilà, la presse cinéma ne vit pas des heures très faciles. C'est un sacré pari, Marc Moquin. D'un côté, c'est un pari. De l'autre côté, autant voilà, la presse cinéma a les difficultés qu'on lui connaît. Néanmoins, la presse spécialisée, de niche, on va dire, elle vit dans une bulle qui lui permet de non seulement éventuellement bien vivre, mais se développer aussi. Et ces dernières années, il y a néanmoins un certain nombre de revues qui se sont développées sur le cinéma ou autres, qui vivent sur des tirages et un public peut-être un peu plus restreint, qui ne tire pas à 100 000 ou 200 000 exemplaires, et qui arrivent néanmoins à développer des beaux objets, des nouveaux publics, des nouveaux regards, etc. Ces 2-3 dernières années, il y a eu la naissance de la 7e Obsession de Thomas Haydan, il y a eu Rokirama, il y a eu Carbone, autant de revues qui sont d'un côté des propositions graphiques assez soignées, assez belles, des objets qui sont en vente dans les librairies, enfin c'est pas juste du magazine consommable, et de l'autre côté l'idée de dire voilà, on arrive avec ces nouveaux regards sur le cinéma au moment où on dit que la presse papier décline, et nous on est capable de développer voilà, ces nouveaux regards à travers de ces beaux objets, ces beaux papiers. Et donc pourquoi pas le faire nous, sachant que, comme le disait Alexis, il y a une sorte d'essor sur le développement du cinéma de patrimoine qui est assez inédit. C'est-à-dire que cette revue-là, on n'aurait pas pu la faire il y a 10 ou 15 ans. À l'époque du DVD, il y a 10 ou 15 ans, on commençait à avoir fait le tour du DVD. Au niveau d'éditorialisation, il y avait moins de choses inventives qui se faisaient. Et là, ces 4, 5, 6, 7 dernières années, peut-être, il y a une sorte de boom d'éditorialisation, de ressorties numériques, avec les restaurations 2K, 4K, qui soulèvent aussi plein d'interrogations. On en parle dans la revue, avec des problèmes de restauration, de conservation numérique, mais c'est plein de nouveaux enjeux qui, en fait, redynamisent toute l'approche de films anciens, entre guillemets, et faisant que, en fait, c'est florissant comme actualité. Et non seulement ça concerne plein de gens d'un point de vue professionnel, plein de distributeurs, de restaurateurs, etc., mais de l'autre côté, ça concerne aussi énormément de
spectateurs, soit de spectateurs en salle, soit de potentiels spectateurs vidéo en fait, qui vont acheter les films dont on parle dans la revue. Si vous allez, moi ce que j'aime bien prendre, c'est si vous allez dans les magasins de grande distribution, les grandes librairies culturelles parisiennes par exemple. Alors ok, on est peut-être à Paris, c'est pas partout comme ça, mais il y a toujours en tête de gondole, il y a toujours un quart peut-être ou un tiers, si on est large, des DVD, des sorties DVD et Blu-ray qui va être consacré à du patrimoine. Je parle là des éditions Wildside, l'Arabia, Carlotta, etc., etc. Quand Carlotta Film a sorti, par exemple, La Porte du Paradis de Cimino, il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, où ils avaient fait une très belle édition du film avec un coffret DVD Blu-ray contenant notamment le scénario du film, etc. Il y avait eu tout un engouement assez inédit, à la fois sur le film en lui-même parce qu'il était redécouvert par une partie du public du moins, et sur l'objet. Et du coup, voilà, on se dit à ce moment-là, il y a quelque chose à faire avec. Alors le terme est un peu mal choisi, mais il y a quelque chose à faire avec ce marché, en fait. Et parce qu'il y a des spectateurs, il y a des cinéphiles, il y a des gens qui sont pas cinéphiles, mais juste curieux d'ailleurs, qui sont vraiment les gens qu'on vise aussi, parce que on parle de films anciens, mais on ne parle pas de films anciens à que des érudits, en fait. On cherche à s'adresser à tout le monde. Donc, en fait, ça peut paraître effrayant de se dire on lance ça, mais de l'autre côté, si on se dit visons à la fois de la niche et à la fois large, soyons ouverts au reste, profitons de cette inertie de la part des professionnels et du public, finalement c'est un pari qui est risqué mais qui est mesuré, et aujourd'hui au jour du lancement, en plein lancement en tout cas, on se rend compte que voilà, on n'a pas tapé complètement à côté. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment l'aventure s'est créée? Vous avez eu l'idée il y a 1 an, je me souviens très bien. Ensuite, à l'automne, vous avez lancé un site internet. Il y a eu une campagne de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, Alexis, les étapes qui ont fait qu'on en est au lancement aujourd'hui? En fait, le moment où on est passé de la réflexion à l'action, ça a été surtout le dernier festival de Lumière à Lyon, puisque j'avais pu assister au marché du film international classique qui se déroule au même moment, où tous les professionnels de la restauration, ça veut dire aussi bien les éditeurs que certains représentants de laboratoires, y sont. Et donc, je leur ai pitché l'idée. Genre, est-ce que ça vous intéresserait si jamais on lançait une revue spécialisée sur l'actualité des films de patrimoine? Parce que nous, c'est ce qui nous intéressait. Parce qu'en revue sur le cinéma de patrimoine, il existe déjà, par exemple, Rokirama, mais eux sont plutôt spécialisés, et ça fait 3 ans qu'ils font déjà ce travail acharné sur plutôt le cinéma américain des années 70, 80, 90. Et ils ont une niche, ça fait 3 ans que ça fonctionne là-dedans, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a Première Classique qui se lance, mais eux, c'est plus des modules sur certains films, et donc leur ligne éditoriale s'adapte en fonction de ce qu'ils ont envie de parler. Nous, c'était vraiment de mettre en avant les ressorties et d'établir un calendrier sur 3 mois. Et à partir de là, les éditeurs qui se sont dit, tiens, il y a un média qui veut parler du travail que l'on fait, du travail d'éditorialisation comme a parlé Marc. Et là, tout d'un coup, tout le monde nous a ouvert les bras. Et à partir de ce moment-là, on avait dit, si tout le monde nous dit go, allons-y, lançons l'aventure. Donc, on a commencé d'abord avec un site internet pour à la fois parler de nous, et déjà écrire des papiers, montrer que déjà on sait mettre des mots dans une phrase et des phrases dans des paragraphes, etc. Donc la chose a pris, on a fait des belles interviews de Serge Bromberg, de qui d'autre encore, de la Cinémathèque. On avait eu Hervé Pichard, qui nous avait parlé des principes de restauration, notamment dans son travail à la Cinémathèque, et qui est d'ailleurs un des articles qui avait le mieux marché sur le site, alors que quand on l'a posté, nous on avait appris plein de choses en discutant avec lui, on se disait que ça serait intéressant, mais que on parle de restauration, c'est un petit peu vulgarisé si j'ose dire, mais on restait quand même dans un cadre professionnel, un petit peu technique, etc. Très technophile. Et c'est un des articles qui a le mieux marché sur le site, même j'en ai parlé même auprès entre guillemets de néophytes qui étaient extrêmement intéressés par et comprendre en fait comment certains films anciens sont restaurés, ou comment certains films récents ont besoin d'être restaurés également. Et donc en fait, l'idée c'était pas juste de faire comme n'importe qui la critique des films que tout le monde a déjà vu. C'est l'idée de reparler des films aujourd'hui, donc de ces films restaurés, donc
à l'époque où ils sont sortis, mais à l'époque où ils ressortent aujourd'hui, savoir quel effet, quel symbole ils peuvent avoir. Par exemple, là, récemment, il y a GSI, Joint Security Area de Park Chan-wook, qui parle justement d'un conflit à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'y a rien de plus actuel au niveau politique, et pourtant c'est un film qui a été réalisé en l'an 2000. Alors parlons un peu de l'objet, bien bel objet, il faut le dire, bravo pour ça, c'est très réussi. Alors il y a donc, pour donner envie aux futurs lecteurs de le découvrir, il y a plusieurs parties. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles sont les rubriques, comment ça fonctionne? Voilà, en fait, il y a 3 grands axes dans la revue. Il y a toute une grande partie, une grande première partie qui est un grand dossier, qui est la couverture, qui fera sans doute, du moins on l'imagine, la couverture à chaque numéro. Donc c'est le grand dossier revoir, en fait. Alors là, précisons que c'est Orson Welles qui est en couverture. Vous avez plutôt pas mal choisi. C'est un bon parrain pour voilà, pour Orson Welles, qui est un plan qu'on a illustré de F for Fake d'Orson Welles. Donc là, on a ce grand dossier qui s'appelle Revoir l'invisible, où en fait c'est une grande, si vous voulez, c'est une grande carte de présentation de la revue, où on parle de qu'est-ce que c'est revoir un film dans tous les sens du terme. Donc revoir le film, le restaurer d'un point de vue technique. Donc très simplement, voilà, vous avez des pellicules, elles vieillissent, il faut les restaurer, les nettoyer. Donc d'un point de vue technique, d'un point de vue déontologique aussi, parce que dans ces processus de restauration, il peut ou ne peut pas avoir des altérations du film. Si on nettoie trop la pellicule, si on applique des correctifs, des réétalonnages, etc., on peut dénaturer le film. Et il y a des exemples très récurrents de ça, de films qui sont dénaturés, qui ressortent dans des versions inédites, à tel point que les versions qu'on a aujourd'hui ne correspondent aucunement au film tel qu'il a été projeté à l'époque. Même des fois, le réalisateur est mort, donc est-ce qu'on correspond à la vision du réalisateur ? Et le réalisateur est mort, ou parfois le réalisateur altère lui-même son œuvre. Tout à l'heure, Alexis parlait de Friedkin. Friedkin est un réalisateur qui a profondément, dans ses restaurations, altéré ses films. Si vous voyez la restauration superbe néanmoins de Sorcerer, Le Convoi de la Peur, l'étalonnage du film ne correspond pas du tout à l'étalonnage d'époque. Ce genre, voilà. Donc on parle de ça. Ensuite, on parle de revoir dans le sens le regard aussi. Donc on parle de transmission, c'est-à-dire c'est le travail des passeurs, le travail des éditeurs, des distributeurs, des passeurs en général aussi, des cinéphiles qui travaillent à la transmission du cinéma, des associations ciné-clubs qui vont permettre de faire évoluer, changer les regards sur les films. Soit on a fait une interview de Vincent Paul Boncourt de Carlotta Film qui fête ses 20 ans, où voilà, on a fait un peu le bilan de 20 ans de Carlotta, là où il a commencé, là où il en est aujourd'hui, comment il a fait tout un accompagnement, par exemple sur Fassbinder, ça fait 13 ou 14 ans qu'il suit Fassbinder comme ça, et qui permet à des nouvelles générations de découvrir Fassbinder. Et donc voilà, de créer des nouveaux regards sur des cinéastes classiques. Aussi, on s'intéresse aussi aux relectures anachroniques, c'est-à-dire des films qu'on va relire avec des standards d'aujourd'hui, pour le pire ou pour le meilleur, mais qui permettent néanmoins à ces films d'être toujours vivants, en fait. Ça va être des films qu'on va relire avec des standards politiques, culturels, sexuels, n'importe, etc. Mais ça va permettre à ces films de dire, ils suscitent toujours le débat aujourd'hui. Soit parce qu'ils étaient avant-gardistes, soit parce qu'au contraire, ils sont un peu réacs, mais qu'importe. Ils sont revus aujourd'hui et corrigés du coup à la sauce. Mais voilà, donc on parle de ça. Et enfin, pour conclure ce grand dossier, on a toute une étude de cas sur Orson Welles, et notamment The Other Side of the Wind, de l'autre côté du vent, qui est le dernier film inédit d'Orson Welles que Netflix a racheté et a post-produit, qui est un film qu'Orson Welles a tourné dans les années 70 et a abandonné à la suite d'une très longue histoire que Alexis résume très bien dans son dossier. Et Netflix a tout récupéré, tout reconstruit entre guillemets, et va le ressortir cette année. Et du coup, tout ça pose plein de questions, parce que c'est comment Orson Welles, on parle du patrimoine Orson Welles. Orson Welles, c'est un cinéaste qui s'est auto-patrimonialisé, c'est assez... Il est devenu une légende... Voilà, donc on parle de ça, et puis on parle de la sortie à venir de l'autre côté du vent sur Netflix, des questions que ça un peu impliqué en termes de patrimoine sur Netflix, parce que Netflix a du patrimoine sur sa plateforme, mais ne le met pas exagérément en avant, quoi. Ça, c'est pas vraiment leur priorité. Donc voilà. Tout ça, c'est ce grand dossier qui doit faire 40-45 pages, je crois. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle Corriger. Là, on est dans des textes critiques, analyses de sorties qui font l'actualité du cinéma de patrimoine
pendant l'été, donc sorti en vidéo, sorti en salle. Je donne quelques titres au hasard. Il y a Lobster Film qui sort un coffret, Les pionnières du cinéma, donc c'est l'occasion de reparler des femmes cinéastes des années 10 et 20, il y en avait eu énormément. Alice Guy, Mabel Normand, Louise Weber, Dorothy Arzner, qui constituent tout un contingent féminin en fait de réalisatrices qui a extrêmement bien marché à l'époque et a malheureusement disparu ensuite pour un certain nombre de raisons, et on en parle justement dans l'article. Donc typiquement, ça c'est exactement le moment opportun en fait de re-raconter en fait cette histoire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs, on en a pas mal parlé récemment. Il y a eu un docu sur Alice Guy à Cannes. Il y a eu un docu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Et la femme créée à Hollywood. Donc voilà, on est quand même, et avec des thématiques qu'on se pose aujourd'hui aussi, où récemment on a reparlé beaucoup des problèmes de parité et de discrimination des femmes dans le cinéma français notamment. Donc voilà. Ça fait qu'il y a vraiment un dialogue qui se crée avec l'histoire. C'est le bon moment de reparler en fait de cette histoire du cinéma au féminin qui a été un peu zappée dans l'histoire du cinéma conventionnel. On parle de ça, on parle du giallo, on parle de GSA dont Alexis parlait, la balade de Narayama, le prisonnier d'Alcatraz dont on va parler, Bresson, Bergman, énormément de choses différentes. Ça, c'est la partie critique. Et il y a un dernier grand chapitre qui s'appelle Traversée, où là, c'est un chapitre de mélange, si vous voulez. C'est un chapitre où on traverse les époques, justement, où on fait se confronter le contemporain, donc notre époque, au passé, avec différentes rubriques, soit parce qu'on va fêter l'anniversaire, si vous voulez, dans une rubrique qui s'appelle Une décennie sous influence. On fête l'anniversaire d'un film qui fête ses 10 ans, en fait, et qui est l'occasion pour nous de parler d'un film plutôt récent. Mais plutôt récent dans le sens où, néanmoins, il justifie aussi, il a 10 ans, et il justifie d'une sorte d'entrée dans un patrimoine contemporain. Il est plus tout à fait d'actualité. En l'occurrence, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, qui s'est sorti à l'été 2008. Et c'est un film qui avait énormément marché à l'époque. Et c'est intéressant de se dire aujourd'hui, le film a 10 ans. Il n'appartient plus vraiment à l'actualité du cinéma hollywoodien. Au contraire, même, il est entré dans un patrimoine hollywoodien que beaucoup de blockbusters aujourd'hui aimeraient retrouver. Beaucoup de studios aimeraient retrouver un peu la gloire qu'avait inspiré The Dark Knight à Hollywood à l'époque. Donc on parle de ça, The Dark Knight 10 ans après, qui est un film intéressant à relire à l'heure de l'Amérique de Donald Trump. On parle de Tom Cruise face à Jean-Paul Belmondo. Il y a Mission Impossible 6 qui va sortir cet été. C'est l'occasion de rappeler les liens autour du concept de l'acteur cascadeur, ou plutôt même l'auteur cascadeur, comme l'a titré Alexis, qui a écrit l'article avec Luc Lariba. Donc comment ces deux acteurs se répondent d'un point de vue à la fois acteur et cascadeur et producteur. Et vous parlez aussi de Cannes, vous revenez aussi sur Cannes Classique. Voilà. Enfin, il y a énormément de choses. C'est un menu très très complet, très très riche, très copieux. Ce menu, alors on va pouvoir le déguster comment on va parler un peu concrètement. Où est-ce qu'on peut trouver Revue et Corrigé? Ou à combien d'exemplaires? Est-ce que vous pouvez, Alexis, un peu nous renseigner là-dessus? Alors en fait, déjà il y a une partie financement qui est fonctionnée par un crowdfunding qui a permis de faire déjà des préventes et des préabonnements. Donc il y a déjà ces premiers contributeurs qui recevront leur numéro directement. On peut commander donc les numéros, donc le premier numéro, faire un abonnement directement sur le site. Ou alors il y aura une liste de librairies qu'on peut trouver sur Paris et les grandes villes en France, dans lesquelles on va distribuer justement les numéros et qu'on répertoriera sur notre site et nos réseaux sociaux pour que les gens puissent l'acheter directement en mode physique dans une librairie. Le tarif, on va en parler, 10 € le trimestriel. Vous avez quelles sont un petit peu vos attentes par rapport au ce lancement? Vous le sortez à 3000 exemplaires. Quelles sont un peu les attentes par rapport à cette sortie? 10 €, c'était justement la question de l'accessibilité. Si on prend The Dark Knight d'un côté, c'est pour parler à un public assez jeune, récent, que si on les affrontait tout de suite avec du Dziga Vertov ou du Griffith, qui est dans les années 10, tout le monde s'enfuit. Et donc, la barrière des 10 ans, ça permet de tendre la main aux jeunes cinéphiles, de susciter leur curiosité
Et les 10 euros, justement, ça permet à la fois d'attirer justement le public, on va dire étudiant, qui sont pas non plus sans le sou, mais qui ont pas forcément énormément à dépenser dans des revues cinéma. Et puis en plus, comme on a fait un bel objet, c'est on va dire c'est un petit peu un marché honnête. C'est que d'un côté, nous on fait un produit qui nous tenait à cœur, et puis visuellement qu'on voudrait lire même nous-mêmes. Et le 10 euros, ça permet de le rendre accessible à tous. Ça veut dire aussi bien aux cinéphiles expérimentés qui ont déjà vu 1000 fois les films dont on va parler, mais avec un œil différent, puisque bon, on est une bande de jeunes trentenaires qui redécouvrent la plupart de ces films, et à la fois aux jeunes cinéphiles qui sont en train de se construire tout leur bagage filmographique avec cette revue comme guide, comme phare, on l'espère. Eh bien, en tout cas, on ne peut qu'encourager les auditeurs qui ne connaissent pas encore la revue de se précipiter. Donc, on peut la trouver en librairie, vous l'avez dit, aussi en abonnement. Le site internet également, qui continue. Voilà, revue corrigée.net, qui fonctionnera en parallèle de la revue avec des compléments additionnels. Par exemple, on avait des critiques en parallèle de Cannes Classique qu'on va remettre en avant par rapport au module qui est dans le livre, et avec d'autres interviews. Et que, voilà, ça continue en parallèle. Eh bien, Marc et Alexis, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.